intégrer le décret BAX dans sa rénovation énergétique, une conférence co-organisée avec l'AREC. Merci Marie-Laure pour cette co-organisation de conférences depuis plusieurs années maintenant. On va commencer par un tour de table de présentation. On commence par vous, Grégoire, en quelques minutes, en quelques secondes. Qui vous êtes, qui vous représentez? Bonjour, merci pour l'invitation. Tout d'abord, Grégoire Fourcade, je suis directeur général adjoint en charge du développement et de la prospective au Siperic et je m'occupe de tout ce qui est transition numérique, transition énergétique et mobilité propre. Voilà. Merci. Gwenaël. Bonjour tout le monde, donc Gwenaël Korfmat, je travaille chez ACTE, donc Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, et je suis chef de projet sur l'animation et réseau, et plus particulièrement sur l'animation du réseau des économes de flux, donc ce sont les postes que ACTE finance dans le cadre de son programme C2E, qui travaille dans les collectivités sur les thématiques d'efficacité énergétique. Merci. Marie-Laure. Bonjour. Et voilà, donc je suis un petit peu prise, mais j'espère que ma voix va s'éclaircir. Donc bonjour, Marie-Laure Falquemasset. Donc je travaille à l'Institut Paris Région et donc au département énergie-climat qui s'appelle AREC. Et on a la joie de co-organiser effectivement ces conférences tertiaires depuis quelques années. Voilà, donc je m'occupe plus particulièrement de stratégie énergétique et de projets européens. Voilà. Et ensuite, Guillaume. Bonjour, Guillaume Coutable, je suis chef de projet chez AK Énergie, qui est un bureau d'études en performance énergétique sur les domaines du tertiaire, de l'habitat collectif, principalement. Très bien. Et ensuite, on a Xavier qui est à distance avec nous. Donc, on va afficher Xavier. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Xavier. Donc Xavier Gounon, je suis représentant Advidéo. Advidéo, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une société de 150 personnes dont la mission est de faire faire de l'économie d'énergie aux collectivités et aux entreprises. En partant de la collecte des données énergétiques sur une plateforme logicielle jusqu'aux actions de pilotage par des énergéticiens, des energy managers et par le GTB, ce qui sera le sujet du jour. Merci pour l'invitation. Voilà, merci Xavier. Donc, on avait dit, pour commencer cette conférence, qu'on commencerait avec vous, Guillaume, on voulait vous faire un petit cadrage, même faire carrément un cadrage réglementaire. Il y a le décret BAX, il y a le décret tertiaire, et on voulait savoir un peu comment les deux s'articulent, que vous puissiez nous éclairer là-dessus, Guillaume. Tout à fait. Alors, les deux textes vont de pair, ça concerne tous les deux le domaine tertiaire. On va mettre votre diapo. Ouais, super, merci. Le premier, donc le décret BAX, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un texte qui impose finalement deux obligations. La première, c'est la mise en place d'un système de pilotage des équipements techniques du bâtiment. Et la deuxième, c'est de mettre en place un suivi énergétique de ce même bâtiment. Donc, on entend souvent parler de décret BAX est égal à GTB. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement le cas. On a également une obligation de monitoring, de suivi des consommations. Ce texte, il impose plusieurs obligations qui sont... la première, c'est de décomposer le bâtiment par zone fonctionnelle. Typiquement, en école, ce qu'on peut avoir comme zone fonctionnelle, c'est des zones qui thermiquement et en termes d'usage fonctionnent de la même manière. Une zone fonctionnelle pourrait concerner l'ensemble des classes, tandis qu'une autre pourrait concerner la cantine qui, elle, fonctionne à des horaires différents, avec des usages différents. Donc on a cette obligation de décomposer en zone fonctionnelle et de suivre, enregistrer et piloter les consommations et les équipements par zone fonctionnelle. Quand on parle d'usage, on parle surtout des usages de chauffage, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, de ventilation et de refroidissement. Dans les autres obligations, il y a l'obligation sur le pilotage, donc d'ajustement en continu des réglages des systèmes techniques. Sur la partie monitoring, sur la partie suivi énergétique, on a l'obligation d'introduire des indicateurs de performance énergétique, qui sont des indicateurs, comme leur nom le dit, de performance, sur les usages, avec des valeurs de référence et évidemment des alertes en cas de dérive. Et donc, tout ça permet d'avoir un système qui évolue et qui prévient
si on a des dérives dans le temps. On a également une grosse notion d'interopérabilité entre les systèmes. Le décret BACS impose que les systèmes soient dits ouverts et donc que l'on puisse mixer et puisse maintenir finalement ces systèmes afin d'éviter d'avoir des systèmes fermés pour lesquels une marque aurait un protocole très spécifique de communication par exemple et pour lesquels on ne pourrait pas faire de mix, on ne pourrait pas mettre à jour, on aurait une obsolescence qui serait plus rapide. Donc il y a cette notion d'interopérabilité qui est assez forte et qui est assez nouvelle pour le coup, qui contraint beaucoup les fabricants à avoir des protocoles communs, des systèmes de fonctionnement communs, et ce qui est assez nouveau. Le décret tertiaire et le décret BACS, finalement, ça touche tous les deux des bâtiments tertiaires, publics ou privés. Là où le décret tertiaire est une obligation de résultat, on demande de faire des économies d'énergie en pourcentage ou en valeur absolue sur des bâtiments de plus de 1000 m², sans donner les moyens. On y arrive par le moyen qu'on souhaite finalement, ou que l'on peut. Le décret BACS, lui, impose une obligation de moyens. On impose d'installer un système de pilotage et de suivi énergétique qui correspond aux prérequis. Et c'est également ça concerne également les bâtiments tertiaires. Cette fois-ci, on ne raisonne plus par surface, comme le décret tertiaire, mais par puissance de système installé. Oui, mais on peut dire que grosso modo, il y a une convergence entre la puissance et la surface. Donc aujourd'hui, un bâtiment de plus de 1000 m², il va être concerné par à la fois le décret BACS et le décret tertiaire. Tout à fait. Il y a des cas marginaux où ça ne peut pas être le cas, Ouais. mais effectivement, globalement, pour le décret BACS, on impose d'installer à partir de 70 kW de puissance installée. Ça correspond plus ou moins à 1000 m² de surface. Le rôle du bureau d'études dans ce décret BACS, tout comme dans le décret tertiaire, et le bureau d'études a un rôle assez important de conseil, à la fois pour diagnostiquer ce qui est existant, les bâtiments qui sont assujettis, effectivement, on parlait de puissance et de surface, mais savoir si on est bien concerné par ce décret, et ces décrets, de diagnostiquer l'existant pour savoir ce qui est en place, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui répond aux exigences et ce qui n'y répond pas. Et ensuite, tout un choix de conception et de structuration du système BACS. Quels usages on va piloter, à quelle finesse on va aller, est-ce qu'on va aller jusqu'à piloter chaque émetteur ou bien plutôt des zones, est-ce qu'on va se limiter à la production. C'est au cas par cas, en fonction des investissements qui sont apportés et du besoin du client également. Tout ça en planifiant ça sur différentes années pour pouvoir faire un plan d'investissement et pouvoir suivre les GTB pour être sûr qu'elles fonctionnent vraiment, qu'elles sont vraiment utilisées comme il se doit. Voilà, donc on a cadré à peu près le sujet. Bon, on peut en parler des heures du décret BACS et du décret tertiaire d'un point de vue réglementaire. Alors voilà, et on commence par un petit quiz, voilà, pour après vous, pour se mettre en forme, et notamment pour savoir où vous en êtes. Où en est votre collectivité dans la mise en conformité avec le décret BACS? Vous voyez, ça s'affiche pas complètement parce c'est caché. Et vous pouvez répondre. Nous découvrons encore le décret. Nous avons commencé le diagnostic. Même vous, cher conférencier, allez-y, faites-le comme ça va mettre tout le monde en mouvement. Nous avons commencé le diagnostic, mise en conformité avancée, mise en conformité complète. On vous laisse répondre. Alors le sondage en cours, là il faut juste répondre, si je me trompe pas, cliquez dessus. Si vous êtes dessus. Voilà, il faut juste choisir ce que vous voulez. Comme ça, vous en faites un premier, comme ça qu'on voit ce que ça donne comme résultat. Vous en avez fait un premier? Ouais, c'est bon. Ah oui, il faut que j'avance alors du coup, peut-être, parce que ça, c'est un nouveau. Ouais, on peut afficher les résultats. Ah voilà. Voilà, on affiche les résultats. J'aurais dû avancer pour afficher les résultats. Donc comme ça vous le voyez, ça vous permet de voir là les gens votent en direct, donc ça bouge, c'est amusant. Donc on voit effectivement mise en conformité complète
11%. Ça reflète un peu les chiffres que j'avais donnés hein, sur les 80% un peu au début. Nous avons commencé le diagnostic, mise en conformité avancée et on découvre encore le décret, 25%. Est-ce que vous avez peut-être Gwenaël, tiens, je vous interroge là-dessus, vous qui êtes en contact. Non, je me dis que bon, je sais pas si mon micro fonctionne, mais que les 11% sont sans doute dus aux bâtiments qui ont des puissances de chauffage ou de refroidissement supérieures à 270 kW et qui sont déjà concernés par le décret BAX depuis le 1er janvier 2025. Ouais. Donc effectivement, on est probablement sur des grosses installations, des gros bâtiments avec des grosses puissances de chauffage. oui. Et comment vous voyez, des gens sont en avance sur ce sujet ou en retard? D'une manière générale, je pense que l'échéance de 2027, donc qui va arriver dans 1 an à peu près, il va y avoir du retard hein, globalement pour la mise en conformité par rapport à cette échéance qui va arriver quand même très très vite. Ouais. Et puis en 1 an, ça va être très compliqué de mettre en place une solution en 1 an. Voilà, allez, Marie-Laure, on continue. Donc au niveau de la région, effectivement, ce qu'on voulait avec vous, c'est faire un état des lieux, des consommations dans le tertiaire hein, à l'échelle de la région, parce que vous avez des chiffres, à l'Institut Paris Région et l'Agence régionale énergie-climat, et donc vous avez quelques éléments à nous dévoiler. C'est l'occasion en fait de remettre en avant en fait l'observatoire de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la région, donc qui s'appelle le ROSE, et donc qui est animé par la REC avec pas mal de partenaires en réseau, dans le CIPEREC d'ailleurs. Et donc les derniers chiffres là, effectivement, du ROSE, déjà montrent la part des différents secteurs, hein, donc on est toujours un petit peu dans les mêmes ordres de grandeur, voilà, avec un secteur bâtiment qui consomme et qui se partage à moitié-moitié entre résidentiel et tertiaire. Donc depuis 2005, en fait, les consommations d'énergie d'Île-de-France, elles ont plutôt pas mal baissé, d'environ d'une vingtaine de %, sauf le secteur tertiaire, qui a vu ses consommations augmenter de 6%. Donc le secteur tertiaire dont la répartition est sur le graphique de droite, voilà, et qui montre les sous-secteurs, les branches pardon du tertiaire qui et leur part dans la consommation. Alors pourquoi une hausse des consommations du tertiaire alors qu'il y a quand même des efforts d'efficacité énergétique hein, qui sont faits effectivement, mais il y a une augmentation aussi des surfaces des usages bureautiques, etc. qui consomment quand même pas mal. Également tout ce qui est commerce aussi. Et puis l'arrivée de plus en plus forte de la climatisation dans le tertiaire, donc qui sont pas forcément aussi forcément très 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 bien suivis effectivement. Donc le numérique effectivement, voilà, le numérique aussi, la clim, enfin pas mal de nouveaux usages qui sont peut-être pas encore maîtrisés par tous les maîtres d'ouvrage en fait du tertiaire, voilà, on va dire. Oui, donc ça veut dire que la tendance est plutôt à l'augmentation, et donc par rapport aux obligations de respecter le décret tertiaire de 30% d'économie d'énergie, est-ce qu'on va les atteindre? Alors pour l'instant, effectivement, il y a le Jimenec là qui vient de sortir une enquête, et c'était assez intéressant. Donc je rebondis, mais c'est qui a été dit quasi juste avant en fait, qui pour eux en fait seulement 18% de sites seraient équipés de BAX en 2027, l'année butoir qui a été citée. Donc au lieu de 100%, on serait qu'à 18% pardon de sites équipés. Donc ça, le Jimenec pointe quand même un certain retard dans la mise en place en fait du décret. Effectivement, pas dans les grandes entités, là où on peut avoir une ingénierie suffisante et même grande collectivité. Et après, donc, d'où l'intérêt aussi de cette conférence ce matin, en fait, un petit peu pour peut-être redonner un petit coup d'accélérateur, enfin un coup de projecteur, redonner un coup de projecteur au décret BAX, et puis voilà, et d'accélérateur peut-être. Alors vous avez une autre diapo aussi qu'on peut présenter. La deuxième. Non, il y en a une deuxième, non?
Morgane, juste mettre la diapo. Voilà, celle-là, ça vous voulez pas la présenter là maintenant? C'est celle que je viens ok. de commenter en fait. Oui, donc c'est voilà, donc on en a tous les chiffres, mais elle est effectivement, vous aurez les chers publics aussi les diapos parce que il y a des chiffres qui sont un peu petits et donc vous aurez tout ça. Alors ensuite, on avait dit qu'on continuerait avec vous, Gwenaël. Quand on regarde concrètement les usages, bon, comment expliquer que la consommation n'a pas baissé après le Covid, hein, dans le tertiaire? Je crois qu'aussi vous avez des chiffres et des... Oui, j'avais une diapo. Alors là, c'est cette diapositive, hein, le graphique qu'on montre sur cette diapositive, c'est au niveau national, donc ça, c'est pas exactement les mêmes chiffres qu'a présenté Marie-Laure précédemment, mais je la trouvais intéressante. Donc cette diapositive montre les consommations en énergie finale par secteur, donc en TWh, entre 1990 et 2025. Donc on voit le secteur résidentiel, tertiaire, transport, industrie et agriculture. Là où je trouvais intéressant de commenter cette diapositive, c'était sur la période Covid. Donc on voit clairement en 2020 qu'il y a une baisse des consommations en énergie finale dans le secteur des transports et de l'industrie, voire de l'agriculture. Donc cette baisse, elle est tout à fait explicable par les fermetures d'industries qui ont eu lieu pendant le Covid, forcément. On n'a pas de baisse spécifique en 2020 dans le secteur résidentiel, ce qui est aussi explicable par le fait que tout le monde était, on va dire, un peu plus à la maison. Il n'y a pas de baisse qui était prévue. C'est normal qu'il n'y ait pas de baisse spectaculaire dans le secteur résidentiel. En revanche, on aurait pu s'attendre à une forte baisse des consommations dans le secteur tertiaire à partir du moment où il y a eu le confinement, donc en mars 2020. Voire sur la saison de chauffe à partir de mars 2020, même si on était en fin de saison de chauffe, mais aussi sur l'hiver qui a suivi avec encore beaucoup de restrictions et puis beaucoup de bureaux fermés, énormément de télétravail. Cette baisse-là, quand on regarde les consommations du tertiaire, elle n'a pas eu lieu. Donc on peut se dire que finalement, on avait des bâtiments qui continuaient d'être chauffés, d'être climatisés, malgré un usage qui avait fortement été diminué, voire qui était arrêté. On observe tout de même une petite baisse dans le secteur tertiaire, mais alors elle n'est pas forcément liée au Covid. Je pense qu'elle est plus liée au conflit russo-ukrainien et puis donc à la montée spectaculaire des prix du gaz et de l'électricité, qui là pour le coup a entraîné quand même une baisse des consommations de certains tertiaires, publics et privés. Là, on mélange vraiment la partie privée et publique dans ce graphique-là. Et puis avec les messages qui ont été très médiatisés sur les 19 degrés, sur des protocoles de sobriété. Donc voilà, ce que je voulais dire sur cette slide, c'était que il y a un gros potentiel de baisse des consommations en énergie finale dans le secteur tertiaire si on pilote mieux les bâtiments en fonction de leurs usages et que on adapte finalement le chauffage, la climatisation, la ventilation aux usages réels des bâtiments. Oui, et donc il faut quand même des moyens humains et des économes de flux. Donc il y a des économes de flux. Quelle est la mission des économes de flux? Où est-ce qu'ils interviennent? Combien est-ce qu'il y en a en France? Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus? Alors nous, dans notre réseau des économes de flux, on a à peu près 600 économes de flux qui sont répartis vraiment dans toute la France, dans toutes les régions. Et ils travaillent dans différentes structures. Ouais. Ils sont largement implantés dans les syndicats d'énergie notamment, mais aussi ils travaillent dans certaines communes, métropoles, communautés d'agglomération ou communautés urbaines. Et ils travaillent vraiment sur toutes les thématiques liées à l'efficacité énergétique, à la maîtrise de l'énergie. On a certains profils qui sont plus juridiques, d'autres plus financiers ou encore techniques, mais vraiment ils sont la clé finalement pour être l'intermédiaire entre les élus, les maîtres d'ouvrage, les usagers du bâtiment. Ils peuvent intervenir sur des thématiques de sobriété, des thématiques plus techniques, et puis ils interviennent largement aussi sur ce sujet BACS pour aider à la mise en place du pilotage des GTB et du suivi des consommations dans les bâtiments tertiaires publics. Alors, Grégoire, là, pour continuer ce tour de table, merci à vous, Gwenaël. Pour continuer ce tour de table,
vous représentez le maître d'ouvrage presque aujourd'hui, puisque vous avez plein de collectivités, vous allez nous décrire sur votre territoire. Et donc on aimerait connaître les enjeux, peut-être nous faire un état des lieux là, des enjeux qu'il y a sur votre territoire. Et puis la question qu'on se posait aussi, c'est finalement pourquoi s'il y a un retard un peu à l'allumage, à la fois sur le décret tertiaire et également sur le décret Bax. Alors bonjour, encore merci pour l'invitation. Donc le CIPEREC, nous on est une collectivité territoriale, donc on a un syndicat d'énergie. Aujourd'hui on a un syndicat d'énergie avec alors 130 adhérents au syndicat et à peu près 500 à nos outils d'achat mutualisés. Donc effectivement on représente beaucoup de collectivités et effectivement depuis quelques années en fait on essaye de prendre on essaye d'accompagner de plus en plus les collectivités dans la rénovation de leur patrimoine, dans l'expertise qu'on peut mutualiser. Le CIPEREC qui a fêté ses 100 ans l'an dernier. La mission initiale, c'était de regrouper les collectivités pour électrifier la petite couronne parisienne, puisque c'est notre territoire historique. Aujourd'hui, on se déploie sur toute l'Île-de-France. Et du coup cette mission originelle elle a été étendue à tout ce qui était transition énergétique, transition numérique et infrastructure de charge. Ce qui est intéressant et pour revenir sur les chiffres, au-delà donc des adhésions aux compétences que nous exerçons, on a des outils d'achat mutualisé et notamment un groupement de commandes d'électricité et le fait assez marquant qu'on peut noter et qu'on voit aussi dans les collectivités depuis quelques années, c'est la prise en compte justement de la sobriété. Aujourd'hui, le groupement de commandes, il a 55 000 points de livraison, en tout cas que le CIPEREC coordonne, pour à peu près 2 TWh de consommation annuelle. Ce même groupement de commandes, il y a 10 ans, il avait 45 000 points de livraison pour 2,2 TWh de consommation. Ça veut dire qu'on a augmenté en 10 ans le nombre de points de livraison, donc d'à peu près 25%. On est passé de 45 000 à 55 000, mais on a réduit la consommation globale. Donc la consommation globale, alors nous on l'a pas fait, ce sont les collectivités qui l'ont fait aux établissements publics. Elle a été réduite d'à peu près 10%, avec une accélération ces dernières années. Et comme le disait Gwenaël, en fait, clairement, les prix ont favorisé aussi cette prise de conscience. L'augmentation des prix de l'électricité a favorisé cette prise de conscience. Et toutes les actions de maîtrise de l'énergie qui ont été faites pendant des années dans les collectivités, aujourd'hui, elles se matérialisent par cette baisse de consommation. Et heureusement, en fait, qu'elles ont été faites pendant 10, 15 ans, ces opérations de sobriété ou de rénovation énergétique, parce que ça a permis aussi un peu d'atténuer l'impact de la crise russo-ukrainienne sur les budgets des collectivités. La deuxième question, c'est pourquoi ça prend du temps à infuser. Alors le décret tertiaire, effectivement, donc il a été quand même pris en juillet 2019. Les collectivités, on le sait, et puis tout acteur économique, entre le moment où la loi change, où la réglementation change, il lui faut un petit peu de temps d'adaptation. Bon, il vous échappera pas que début 2020, les collectivités avaient autre chose à gérer que un décret tertiaire. Il y avait un peu plus urgent. Et donc, il a fallu, une fois que cette période de Covid soit terminée et qu'on relance un peu la machine dans les collectivités, reprendre un peu les arriérés réglementaires qui ont évidemment eu lieu. Il y a beaucoup de collectivités qui se sont lancées dans des schéma directeur, justement pour calculer, pour anticiper au maximum justement l'échéance de 2050 avec les 60% d'économie d'énergie qui doivent être atteints. Et puis donc elles ont commencé à lancer ces fameux schémas directeurs. Et puis d'un coup on a un décret Bax qui arrive par-dessus. Alors qui vient compléter, c'est pas inintéressant du tout, au contraire, c'est plutôt logique. Mais on a en fait cette série de réglementations qui arrivent, qui complètent, qui vont pas à l'encontre du tout. C'est plutôt logique en plus de travailler sur les systèmes avant de travailler sur l'enveloppe. C'est ce qu'il y a de plus performant économiquement.
Mais quand même, quoi, il faut reprendre un peu tout ce qui a été fait. Et donc, ça met un peu de temps, sachant qu'en plus, dans les collectivités, on a un vrai sujet sur les ressources humaines. Il y a beaucoup de turnover, il y a des difficultés à recruter, et donc et à garder les compétences. Donc les gens changent, et puis quand vous avez quelqu'un qui part, le temps de le remplacer, le temps que la personne remonte en compétences, reprenne les projets, c'est compliqué. Donc effectivement, le Cyberec, malheureusement, il doit aussi s'adapter pour le compte de ces collectivités. C'est ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire au maximum pour que la mutualisation prenne la place justement de ces problèmes qu'il peut y avoir. Heureusement, on a énormément d'acteurs du territoire qui se mobilisent. Tout à l'heure, on parlait juste du rose. Je vous invite à aller voir la dernière infographie qui a été faite pour à l'occasion là de la plénière annuelle. Elle est incroyable. On comprend très vite les enjeux, etc. Et donc effectivement, tous ces acteurs actés, on participe, on agit. Adviseo qui porte un projet avec la métropole. On verra un peu plus tard. On essaye aussi de nous enrichir de toutes ces initiatives pour qu'à la fin les collectivités soient pleinement en capacité d'agir par rapport à la réglementation qui évolue. Oui, donc effectivement, c'est cette multiplication de réglementations, il faut les digérer. Après, il faut des moyens humains, et donc on voit que c'est complexe. Les moyens humains, d'ailleurs, peut-être vous qui les actez, qui les financez, hein, les économes de flux, est-ce qu'ils sont en augmentation là dans les prochaines années ou Oui, en fait, ils ont déjà été en augmentation parce que donc nous, on finance 40% du salaire brut chargé des économes de flux, Ouais. donc avec différents bonus aussi, donc qui peuvent aller jusqu'à 80% du coût total du poste. Et avec les saisons successives de nos programmes chaînes, donc notre fonds principal chez Acté, on est passé de 200 économes de flux à peu près sur notre programme Acté 2 à un peu plus de 600 actuellement. Donc c'est combien de temps? Ouais. on va dire en 2 ans, et ça continue d'augmenter. Donc c'est une nette augmentation du nombre d'économes de flux, en tout cas qui travaillent dans les différentes régions et dans les différentes collectivités en France. Oui, c'est financé par les dispositifs des C2E, c'est ça? C'est ça, c'est financé par notre programme C2E, tout à fait. Ouais. Voilà, donc alors on continue. Donc on a compris. Merci Grégoire pour cette présentation. Grégoire a parlé de sobriété d'ailleurs, Marie-Laure. Donc on a aussi une ou deux diapos sur la sobriété. C'est un enjeu important, la sobriété, c'est-à-dire avant de commencer à mettre des systèmes, déjà on peut commencer aussi à moins consommer. Oui, on peut commencer déjà effectivement à réfléchir sur ses véritables besoins et sur les services énergétiques qu'on peut attendre, par exemple. Donc je reviens effectivement sur les plans de sobriété. Il y avait eu avec la crise un plan de sobriété qui avait été lancé par le gouvernement en octobre 2022 et qui s'adressait à tous, que ce soit les collectivités, les entreprises, les citoyens, et donc on va dire quand même principalement aux collectivités ou aux entreprises. Ça a été pour certaines vraiment un véritable déclencheur pour celles qui s'en occupaient encore pas tellement de leur patrimoine, pour les collectivités. Bon, le déclencheur a été aussi évidemment la hausse des prix et des factures qui a fait comprendre qu'il fallait s'organiser. Mais elles sont de plus en plus de collectivités à mettre en place des plans de sobriété. De plus en plus, mais peut-être pas encore tout à fait suffisamment. L'idée de faire un plan de sobriété, c'est aussi d'avoir une approche quand même qui soit une approche globale et pas juste coup par coup pour justement répondre à des hausses des prix, à la crise ou à je ne sais quoi. Et puis si effectivement on veut pouvoir aller vers le décret tertiaire et le décret et la mise en place du décret Bax, il faut déjà se connaître. Donc l'idée c'est vraiment quand même d'avoir de s'informer, de comprendre sur ce qu'est la sobriété, bien sûr, de pouvoir organiser une gouvernance parce qu'il faut que ce soit porté vraiment au niveau politique avec un élu qui va vraiment bien prendre en main cette thématique, pouvoir s'associer aussi les services compétents et donc diagnostiquer le patrimoine. C'est très important parce qu'il y a quand même encore, on suit pas mal de collectivités, il y en a quand même pas mal qui ne savent pas vraiment encore quels bâtiments elles ont au sein de leur patrimoine. Et donc c'est pas rien que de rechercher effectivement quand vous avez
même quand vous avez 20, 30, 40, 100, 200, 500 bâtiments à répertorier, s'il n'y a pas eu de suivi, ça peut prendre un certain temps. Et en plus, on peut passer évidemment à côté peut-être de bâtiments qui, comme pendant le Covid, sont restés allumés, chauffés, climatisés, je ne sais pas, et qui fait qu'ils continuent à consommer alors qu'il y a pas d'usage dedans, il n'y a pas d'occupant. Donc, diagnostiquer le patrimoine, ça peut passer justement par le schéma directeur immobilier énergétique. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à la communauté de communes d'Argentan. Alors, Argentan, c'est pas en Île-de-France, mais c'est un des premiers à l'avoir fait. Eux, ils ont fait... leur démarche, en fait, elle partait d'un objectif, c'est de dire, mais en fait, notre facture énergétique, en fait, on paye... Bon, c'était majoritairement produits pétroliers, etc. Mais en fait, on fait vivre l'extérieur. Enfin, on fait vivre les fournisseurs d'énergie qui sont hors de notre commune, hors de notre région, de notre pays, etc. Évidemment, produits pétroliers sont importés. Et donc, l'idée, c'était réduire cette dépendance à l'extérieur et en se disant, on va travailler sur où est-ce qu'on pourrait moins consommer sur notre patrimoine. Donc, ils ont fait un véritable diagnostic, etc. Mais surtout, l'idée, c'était de se dire, on a peut-être des bâtiments qui ne servent plus à rien. Donc, on peut peut-être s'en débarrasser. On a peut-être aussi des usages qu'on pourrait mutualiser dans certains bâtiments. Une école qui sert pendant la journée et puis le soir qui peut servir pour les associations. Voilà, pas mal de choses comme ça. Donc, ça leur a permis ce schéma directeur, ce schéma directeur, oui, exactement, de faire un diagnostic à la fois du nombre de bâtiments, de l'état des bâtiments et de savoir s'il fallait véritablement tout conserver, etc. Ils ont fait exactement la même chose aussi d'ailleurs sur l'éclairage public. Ça donnait combien alors d'économie? Vous avez une idée? Alors là, comme Vous avez pas que moi les chiffres, c'est toujours un bon pourcentage. Puisqu'on les prend comme exemple, en fait, je pense que il faudrait que je retrouve. Et donc voilà, l'idée de ce plan de sobriété, c'est que ces plans de sobriété qui ont été mis en place un peu en urgence, on va dire en 2022, c'est vraiment encourager, à les poursuivre. C'est pas juste l'histoire d'un hiver. Effectivement, après, les coûts de l'énergie ont baissé, mais bon, ils vont remonter de toute façon à un moment donné. Donc, il faut vraiment mettre en place rationaliser à la fois les bâtiments, les équipements, etc. Et aller voir comment faire perdurer à la fois la sobriété, l'efficacité aussi, bien sûr. Ça va de pair. Et quand on dit sobriété, c'est aussi pas mal tout ce qui concerne aussi l'usage du bâtiment et donc le comportement des utilisateurs. Et c'est là où le décret Bax aussi peut être intéressant aussi par rapport au fait de pouvoir justement faciliter en fait des comportements sobres parce que ça impose quand même comment on appelle d'enquêter en fait sur les usages et de pouvoir répondre pas mal aux usages même si c'est pas justement par ces systèmes d'automatisation. Ouais. Est-ce qu'il y a des formations, d'ailleurs, des informations qui sont faites auprès des utilisateurs sur la sobriété, sur les actions qu'ils pourraient faire de manière assez simple? Je sais pas, le bureau d'études, quand vous faites ce travail-là de diagnostic, ou je vois pas la lever la main naturellement. Et puis j'avais une autre remarque là sur votre diapo aussi, Marie-Laure, là sur je vois la température de consigne. C'est des sujets qui sont complexes. Et hier, on en parlait d'ailleurs sur la partie copropriété. La température, c'est pareil, c'est 19 degrés de consigne, mais il y avait un chauffagiste qui témoignait que dans les immeubles dans lesquels il était, il peut pas afficher 19 degrés, il est plutôt à 21 degrés. Et donc, on voit qu'il y a le changement d'usage, de comment je m'habille aussi donc ça, c'est des changements qui sont profonds et qui sont complexes à mettre en œuvre. Sur la sobriété, encore une fois, on s'est tous mobilisés, en tout cas les acteurs locaux. Effectivement, les plans de sobriété, il y a beaucoup d'entités qui en ont fait. J'ai en tête la métropole, sûrement Acté, la REC. Et en fait, on a essayé de relayer effectivement auprès des collectivités. Encore une fois, quand on voit la baisse des consommations qu'on a sur le groupement de commandes, d'achat d'électricité, ce sont majoritairement des gestes de sobriété. Ouais. Les températures de consigne dans les locaux, on le voit quand on va en mairie, elles ont drastiquement baissé depuis la crise russo-ukrainienne.
effectivement, quand on est dans les logements, bah, c'est compliqué quand on est un bailleur ou un gestionnaire de copropriété de baisser la température de consigne, parce que dans un immeuble, vous avez quand même des gens qui ont des rythmes de vie différents. Moi, je suis pas là de 8h à 18h. Bah, dans mon immeuble, il y a aussi des personnes qui sont là bah, toute la journée. Et donc, 19 degrés quand vous n'avez pas beaucoup d'activité, c'est pas très agréable. Moi, ça me gêne pas 19 degrés. Je suis bien, mais effectivement, tout ça, c'est des choses qui sont complexes à mettre en œuvre. Mais clairement, il y a des choses qui ont été faites et on le voit au quotidien. En tout cas, au niveau des collectivités, c'est patent et c'est très visible. Gwenaël, oui. Oui, non, juste pour réagir sur le 19 degrés, c'est une règle qui est assez facilement simple à comprendre, assez médiatisée aussi, mais en l'état, elle n'est pas applicable dans tous les bâtiments parce que ça c'est la température, ça correspond pas forcément à la température ressentie. Donc, selon le type de bâtiment, si on a des surfaces vitrées orientées au nord et peu d'isolation, la température de surface des murs, des vitres va être beaucoup plus froide et du coup, on aura un ressenti, s'il fait 19 degrés dans la pièce, qui sera extrêmement diminué. Donc, le 19 degrés, malheureusement, il n'est pas applicable partout. Et après, ça dépend aussi des personnes. Faut pas oublier qu'il y a des personnes, 19 degrés, c'est beaucoup trop froid pour certaines personnes. Et il y en a d'autres qui sont plus en température de confort à 21 ou 22 degrés. Xavier, tiens, je vais vous faire réagir. Vous êtes à distance. Je prends Morgane va nous partager la visio. Sur la sobriété, là, c'est un sujet. Les bureaux d'études, et vous en souciez? Comment vous l'intégrez dans vos systèmes? Bah, je partage complètement ce qui a été dit sur le fait que ça a déjà eu un effet important sur la baisse des consommations et sur la trajectoire au sein des collectivités pour le décret tertiaire qui est plutôt bien engagé. Donc ça, on peut s'en réjouir. Pour moi, ça pose beaucoup la question de la capacité à mesurer. C'est-à-dire que effectivement, le 19 degrés, par exemple, qui avait été recommandé et à juste titre, il y a la question du ressenti, comme l'a dit Gwenaël, mais il y a aussi la question de qui et sur quel bâtiment au sein des collectivités sait le mesurer. C'est-à-dire avoir cette donnée de température dans les moyennes, dans les espaces, typiquement dans les écoles, dans les crèches, dans les gymnases. Il y a très peu aujourd'hui de collectivités qui sont capables d'avoir dans le temps cette notion de température et de confort. Notamment parce que les systèmes de GTB sont équipés, comme on l'a vu dans les chiffres. Après, il y a des alternatives que nous, on préconise pour aller installer, par exemple, des capteurs, des objets connectés de manière raisonnée pour justement, avec des systèmes qui consomment peu et qui sont assez peu coûteux, récolter les informations qui manquent côté température. Voilà, donc ça pose vraiment la question pour moi du suivi à la fois des consommations en lien avec le suivi du confort. Et c'est ce qu'on préconise, nous, chez Adviseo, pour que les collectivités aient une vue vraiment complète et puissent agir correctement, y compris dans le cadre d'un plan de sobriété, par exemple. Voilà, Xavier, avant qu'on passe à votre présentation, on a un petit nuage de mots pour vous, cher public. Reprenez vos smartphones. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Xavier, hein. Vous pouvez scanner le QR code aussi. Quel est aujourd'hui votre principal frein pour appliquer le décret BAX, hein? J'arrive pas à lire. On peut déplacer l'affichage ou pas? Voilà. Voilà, comme ça on voit tout. On vous laisse noter, vous scannez le QR code là de nouveau. Normalement vous êtes dessus, hein. Je vous laisse noter aussi ce que vous voulez. Ça c'est sur ce nuage de mots. Effectivement, Guillaume, sur la sobriété aussi, en tant que bureau d'études, vous intervenez en amont? Oui, tout à fait. Notamment dans le cadre des audits énergétiques ou du management de l'énergie. Notre rôle, c'est à la fois de détecter des améliorations qui sont possibles par des travaux, mais également celles qui sont possibles via des actions humaines, de la régulation, du changement de température de consigne. C'est tout notre rôle et c'est souvent celles-ci qui sont réalisées les premières et qu'on détecte le plus rapidement puisqu'elles ont un temps de déploiement qui est assez faible. Ouais. Finalement, éteindre l'éclairage la nuit ou éteindre le chauffage la nuit, ça se fait beaucoup plus rapidement qu'isoler entièrement un bâtiment. Ouais. Et même en termes d'investissement, c'est beaucoup moins lourd. Et donc, c'est les actions qu'on priorise
généralement. Voilà, là je vois le nuage de mots là qui se déploie comme ça. Les deux premiers freins là qui sont affichés, c'est coût et diagnostic. Est-ce que on est d'accord, Grégoire, oui? Alors, sur les diagnostics, en tout cas, nous, côté collectivité, on parlera un peu après. Il y en a énormément qui sont faits et ça, c'est tout à l'honneur des maîtres d'ouvrage d'être capables, effectivement, comme le disait Marie-Laure, d'avoir la visibilité sur leur patrimoine, parce que c'est compliqué pour les collectivités. Effectivement, tout de suite, il y a une ribambelle de bâtiments. Nous, ils en font. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils en font beaucoup des diagnostics. On verra après la suite. Et le coût, oui, mais le coût initial derrière, s'il y a des amortissements qui sont faits très rapidement sur des économies d'énergie, ça peut ne pas être un frein. Mais c'est vrai qu'initialement, ça demande un peu d'investissement. Et après, quelque chose qu'on peut constater en tout cas dans les collectivités, c'est l'expertise. À un moment donné, il faut aussi des gens pour le mettre en œuvre. Effectivement, c'est ce qu'on voit là. à la compétence, c'est aussi les moyens humains. Il faut du monde. Et ça, en tout cas, dans les collectivités, nous, on a du mal à le sentir. Ouais. Sur les financements, peut-être pour vous, Gwenaël, mais vous vouliez répondre sur autre chose, mais sur le financement aussi, on voit que si on veut avoir un retour sur investissement, mais il faut quand même avancer l'argent au début avant d'avoir des économies. Est-ce que vous accompagnez les collectivités? Est-ce qu'elles ont des aides aussi sur ces sujets? Oui, bien sûr. Je voulais revenir sur 2 choses. La partie coût, alors bien sûr, ça a un coût parce que faut mettre en place, déjà, faut outiller bien le bâtiment, mettre en place de nombreux capteurs. Ensuite, il y a tous les coûts liés aux automates qui sont, quand on les multiplie, assez onéreux, voire des coûts de travaux quand faut faire passer des fils pour faire communiquer les automates avec les actionnaires, la partie terrain. Cependant, il y a quand même quelques aides. Donc, il y a les fiches C2E, la fiche C2E BAT-TH 116 qui finance directement les GTB de classe A et B, donc les GTB, on va dire les plus performantes. Nous, chez Acté, on finance pas directement les GTB. En revanche, on finance toute la partie amont études. Donc, on va par exemple financer, je vois le mot comptage, sous comptage, on finance les plans de mesurage, les plans de comptage, donc qui sont des prérequis quand même assez importants avant de mettre en place des GTB. Il faut vraiment avoir un plan de comptage sur soi pour bien comprendre comment sont comptabilisées les données énergétiques dans le bâtiment. On finance aussi tout ce qui est AMO, donc pour aider le maître d'ouvrage dans ses choix stratégiques vis-à-vis de la mise en place de GTB. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit au début, donc il y a l'échéance de 2027 qui arrive vite. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même pas se précipiter sur ce sujet non plus. Même si l'échéance arrive vite, ça nécessite que les exigences réglementaires soient bien comprises, mais surtout que la GTB elle soit mise en place de manière intelligente, avec une architecture intelligente dans le bâtiment, et que derrière, il y ait bien sûr des moyens humains pour la suivre. Parce que déjà, le décret BACS, on le rappelle, il indique de suivre, d'analyser, d'enregistrer de manière, un pas de temps horaire, les données de consommation et de production énergétique de l'établissement. Cette partie suivi et analyse, elle est hyper importante. Et il y aura pas d'économies d'énergie qui seront réalisées si derrière il n'y a pas des moyens humains pour bien suivre ces données, bien les analyser. Sinon, concrètement, le temps de retour sur investissement, il sera énorme. Et puis, la GTB sera vite obsolète si elle n'est pas reparamétrée régulièrement et si elle est mal suivie. Alors, Xavier, tiens, on va vous remettre avec nous. Donc, vous avez une petite présentation à nous partager. La question qu'on voulait vous poser, c'était d'ailleurs dans la continuité, c'est comment suivre ces consommations sans exploser le budget de mise en conformité au décret BACS. Voilà. Ouais. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez nous proposer aux collectivités qui nous regardent? Là, on a un écran noir. Voilà, il arrive. Avec plaisir. Et puis juste pour rebondir sur ce que vient de dire Gwenaël, on a parlé des chiffres donc, donnés par l'Observatoire du Gimélec qui montrent qu'on est très loin de l'objectif sur l'installation des BACS. Et clairement que l'atteinte de l'objectif 2027, il est irréalisable à date sur le rythme. Il y a un autre chiffre qui est intéressant dans cette étude qui vient dans le sens de ce qu'a dit Gwenaël, c'est le nombre de GTB qui à date sont bien exploités.
Et ce qui montre, c'est qu'il y a 55% des GTB déployés dans le tertiaire qui sont mal ou sous-exploités. Donc en fait, si on reproduit, si on répond au décret BACS, mais sans, je veux dire, corriger ou améliorer ce qui a été fait historiquement sur le déploiement de systèmes de pilotage, on n'aura pas les résultats d'économie d'énergie attendus, et donc on aura un problème de temps de retour sur investissement qui est le nerf de la guerre, on le voit hein, sur ce qui ressort sur l'étude. Donc voilà, ça c'est quand même hyper important à rappeler, c'est installer des systèmes de GTB, mais oui, le faire correctement. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais peut-être prendre un peu plus de temps, effectivement, et pas se précipiter malgré la réglementation qui est là. Oui. Il faut des moyens humains aussi derrière après pour piloter tout ça, donc il faut aussi prévoir ces moyens humains qui vont pouvoir suivre ces éléments. Ouais. Ouais, c'est les moyens humains et c'est j'allais dire les bons choix techniques aussi. Le fait, on a parlé d'interopérabilité, d'avoir des systèmes ouverts, de prévoir la flexibilité électrique, d'avoir de préparer en fait ce qui va permettre derrière de piloter les systèmes correctement à l'avenir. Et ça rejoint un peu ce que je montre là sur cette slide, justement sur ce qu'on voit en tout cas à la fois sur le privé et le public. Hein, c'est un peu les mêmes problématique. On en a parlé, il y a le décret tertiaire, donc le dispositif éco-énergie tertiaire, qui est quand même le socle qui est autour duquel tournent les autres réglementations, le décret BACS. Il y a aussi la loi DADU qui est venue s'ajouter, hein, qui impacte y compris les collectivités, où il y a un objectif à la fois de baisse de consommation, mais qui est un peu différent dans la manière dont il est calculé du décret tertiaire, et qui a un objectif aussi de pourcentage de rénovation annuel pour les collectivités. Il faut rénover 3% de son parc annuellement. Bon, je ne reparle pas des prix et d'urgence climatique, tout le monde en est conscient. Et ça a deux impacts. C'est d'un côté, il faut savoir bien piloter ses consommations et les réduire pour répondre à ces réglementations. Et d'un autre, évidemment, savoir maîtriser le faire avec un budget maîtrisé. Et ça, ce qui, selon nous, en tout cas, ce qu'on voit permet de bien adresser ces sujets, c'est un système de management de l'énergie. D'ailleurs, c'est une des recommandations de la loi DADU. C'est une obligation pour le secteur privé de mettre en place de l'ISO 50001, qui est le système de management de l'énergie certifié. Sur les collectivités, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et un système de management de l'énergie, c'est quoi? C'est la capacité à savoir bien mesurer ses consommations dans le temps et ses usages par usage. Ensuite, d'avoir des gens compétents pour piloter. Donc là, on revient sur le sujet de qui, au sein des collectivités et avec quelle aide, va gérer ces sujets, et enfin d'avoir des outils adaptés pour piloter. Donc là, on est directement sur les systèmes BACS. Voilà, donc, et ça rejoint sur ce qu'on se disait sur le BACS, c'est pas seulement une question de pilotage des bâtiments, c'est aussi une question de savoir suivre ses consommations d'énergie efficacement dans le temps. Et on a un exemple de déploiement d'un système de management de l'énergie. Alors là, c'est sur des EHPAD que ça a été réalisé, donc sur un réseau d'EHPAD. Et c'est pour illustrer ce qu'on se disait sur l'importance finalement, avant d'investir dans les travaux, ou en parallèle en tout cas des investissements dans les travaux qui vont être nécessaires pour atteindre des objectifs long terme, d'avoir une démarche un système de management de l'énergie qui permet, donc là pour expliquer rapidement, en rouge, en rose, on a les coûts du déploiement d'un système de management de l'énergie, donc la plateforme, le suivi, le déploiement IoT, de l'énergie management, on va dire en prestation intellectuelle, qui va permettre de générer des économies d'énergie rapides. Donc en l'occurrence, sur le cas qu'on a pris, on a généré dès la deuxième année plus d'économies en euros que le coût de la prestation, qui ensuite vont permettre ces économies de dégager de la trésorerie pour pouvoir financer des travaux futurs. Ouais, c'est assez essentiel d'être dans cette démarche finalement d'itération et continue pour derrière pouvoir piloter, installer des GTB, pouvoir déployer des travaux de rénovation. Voilà, donc le message derrière ça, c'est attention à ne pas négliger la sobriété et l'efficacité énergétique, au sens les consignes de température, la régulation, aller vraiment chercher l'excellence opérationnelle au sein des bâtiments, parce que chaque pourcent d'économie, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en moins à mettre dans les travaux pour atteindre ces objectifs. Nous, ça, on voit vraiment des différences nettes chez nos clients entre ceux qui ont cette démarche structurée de suivi des consommations et d'aller chercher ces pourcentages sans travaux,
comparativement à ceux qui ont une logique qui est de rester très je fais des audits et éventuellement, si j'ai des budgets, je fais des travaux. Donc, ce système de management de l'énergie doit permettre d'avoir une amélioration plus continue qui est vertueuse, on le voit sur un certain nombre de nos clients. Ce qu'on voit là, le gain très fort, il intervient sur la 5e année quand même. Là, il y a le point de bascule. Hein. Oui, parce que là, donc il y a des travaux qui ont été réalisés et qui permettent d'augmenter significativement à la fois le pourcentage et donc les économies d'énergie en valeur. Mais ce chiffre-là est aussi assez important, c'est-à-dire que on peut sans travaux aller avoir un temps de retour sur investissement très court, parce que là on parle d'un retour sur investissement en mettant en place ce type de démarche de moins de 2 ans, ce qui est jamais le cas quand on lance des travaux. Donc les travaux, et y compris la GTB, hein, permettent d'avoir des temps de retour sur investissement peut-être de 5 à 10 ans, ou 20, voire parfois plus selon la nature des travaux. Mais ce qui a permis là, en l'occurrence sur ce client, aussi d'engager ces travaux, c'est les économies qu'ils ont réalisées via cette logique de mesure, de management de l'énergie et d'excellence opérationnelle. C'est un élément important aussi en lien avec le décret BAX. Voilà. Et là, là, vous avez un retour d'expérience sur les collectivités, c'est ça, sur lequel vous avez mis des choses en place? Oui, on a, Grégoire en parlait, on a déployé chez Adviseo avec la métropole du Grand Paris la plateforme Savvy sur aujourd'hui 60 collectivités territoriales. J'ai pas de slide pour illustrer ça, mais c'est depuis 3 ans, un certain nombre de communes au sein de la métropole du Grand Paris ont déployé la plateforme qui s'appelle Savvy d'Adviseo pour mieux mesurer et suivre leur consommation, se mettre en conformité déjà avec l'obligation déclarative du décret tertiaire et s'engager dans une démarche d'amélioration et de baisse de leur consommation. Et on voit des résultats très nets. Je parlais de trajectoire bien engagée pour le décret tertiaire. On a fait un référentiel énergie carbone sur nos clients collectivités sur les bâtiments d'enseignement. Et on voit que la trajectoire, grâce à cette démarche, est très bien engagée. Donc on est sur la bonne trajectoire jusqu'à l'objectif de 2030 de 40% de baisse de consommation. Mais quand même, point d'attention, les derniers pourcentages sont les plus onéreux. Donc il faut surtout pas se dire que le plus dur est fait, puisque finalement le plus coûteux, ça reste les derniers pourcents. Et donc d'où le fait qu'il faut quand même toujours faire les choses avec la notion de temps de retour sur investissement en tête. Voilà. Et dernier point, peut-être sur l'hypervision, et un point qui me semble important à pas négliger. Je parlais des systèmes qui sont mal ou sous-exploités. Quand vous déployez de la GTB, ayez en tête comment elle va être pilotée, qui va la piloter, évidemment. Est-ce que c'est chez vous ou est-ce que c'est par un prestataire et comment? Et l'hyperviseur, donc c'est le système qui va permettre de piloter à distance les équipements. Maintenant, on a des hyperviseurs qui peuvent être multisites, c'est-à-dire la capacité à piloter des GTB de différentes marques potentiellement avec un même logiciel. C'est des choses qui sont très facilitantes. C'est pas suffisant parce qu'il faut quand même quelqu'un qui à la fin gère ça évidemment, mais c'est un point qui est très facilitant et qui doit pas être négligé au moment des premiers déploiements. Voilà. Et pour finir, nous on adresse ça. Donc ça, c'est ce que demande le décret BAX. Hein, c'est à la fois, comme ça a été dit avant, de la régulation et du suivi énergétique. On l'adresse chez Adviseo par 2 plateformes logicielles, Savvy, comme je l'ai évoqué, et Cockpit, qui est notre plateforme de pilotage. Voilà, merci Xavier. Donc on avait, alors on le posera tout à l'heure, le petit questionnaire. Merci à vous. Grégoire, je voulais continuer là sur les offres de maîtrise d'ouvrage déléguées, parce que vous avez mis des choses en place. Là, on est dans les solutions. Hein, maintenant, on est rentré dans la partie solutions. Vous avez mis des choses en place au niveau du CIPEREC, et avec notamment une solution qui s'appelle LoRaWAN, si je me trompe pas. Alors effectivement, donc c'est un peu ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que on a avec le CIPEREC, on essaye de s'adapter à la situation. On propose beaucoup de choses. Et sur la partie transition énergétique, accompagnement à la performance énergétique du patrimoine, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on propose des marchés via une centrale d'achat qui sont utilisés
massivement par les collectivités. Donc c'est pour ça que sur le décret tertiaire, on a vu un peu décoller l'avion. Sauf qu'on s'est rendu compte que il y a énormément de diagnostics, énormément d'audits qui étaient réalisés. Et après, en accompagnement, on a une grosse chute entre les missions qui étaient précédentes et les missions d'accompagnement au suivi de travaux. Donc on a interrogé les collectivités pour savoir effectivement qu'est-ce qui les gênait. Le petit nuage que vous avez montré pour le décret Bax, on l'avait fait pour le décret tertiaire à l'époque. Et la première réponse des collectivités, c'était les ressources humaines, les compétences et ensuite tout ce qui était financement. On a mis en place une offre de maîtrise d'ouvrage déléguée depuis 3 ans aujourd'hui. Donc les collectivités qui ne peuvent pas réaliser les travaux en propre, le CIPEREC, on a une équipe qui le fait. Alors c'est très récent, hein, ça vient de se lancer. Pour le moment, donc on l'a lancé il y a je disais 3 ans en fait, il y a 2 ans parce que budgétairement il fallait qu'on soit un peu calé avec les calendriers budgétaires des collectivités. Donc on l'a lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner 3 collectivités sur la rénovation de leurs bâtiments. On a une 4e qui doit nous en confier 2, et puis on en a plusieurs autres qui sont intéressés par l'offre. Donc signe qu'effectivement on a un sujet sur les ressources humaines. L'objectif du CIPEREC, c'est pas de faire la rénovation de bâtiments un peu emblématiques. Si vous nous demandez de refaire une mairie, il vaut mieux que ce soit les services qui le fassent. Clairement, c'est pas le rôle d'un syndicat de se substituer aux équipes. Elle est là pour renforcer la capacité à faire, pas pour remplacer. Attention, c'est assez important. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans. Et là, à partir de l'année prochaine, effectivement, on va déployer un réseau qu'on appelle LoRaWAN. Donc LoRaWAN, et ça vient en écho à ce que disait Xavier, l'autre, à l'autre bout du fil. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, dans le cadre du décret Bax, au-delà de suivre les consommations énergétiques, qu'on soit capable de suivre l'environnement. Et donc un réseau LoRaWAN, c'est un réseau qui va venir là aussi de manière frugale, c'est-à-dire on va éviter de mettre un réseau 5G pour relever des capteurs qui n'ont pas besoin d'autant de données et donc qui vont consommer beaucoup moins d'énergie et donc qui vont être plus performants en termes écologiques. Et on l'espère, puisqu'effectivement c'est le sujet que disait Marie-Laure, c'est-à-dire qu'on a des évolutions d'usage dans les bâtiments qui font qu'on déploie de plus en plus de numérique. Il faut qu'on fasse attention aussi au numérique, à ce qu'on déploie. Donc ça sert à rien de déployer des solutions qui sont très énergivores pour compter l'énergie et essayer d'en faire des économies. C'est déjà la première brique, elle n'est pas optimale. Donc nous, ce réseau LoRaWAN, c'est un réseau qui doit être déployé dans toute la petite couronne. C'est une initiative qui a été prise par la région, qui a été mise en œuvre par le syndicat Val d'Oise Numérique, sur lequel on va s'appuyer, de façon à avoir quelque chose d'homogène sur toute la région parisienne, enfin l'Île-de-France, pour avoir quelque chose qui soit le plus optimal possible, à un coût bien moindre. Parce qu'évidemment, quand vous avez une consommation énergétique qui est moindre sur ce réseau, le coût final pour le capteur, il est beaucoup moins important. Ce qui va permettre, encore une fois, d'améliorer le retour sur investissement des solutions qui pourront être mises en place. Et c'est encore une fois le rôle d'un syndicat ou des syndicats de pouvoir faire ce type de mutualisation. Une ville n'a aucun intérêt à porter son propre LoRaWAN. Aucun. Le réseau, le territoire est trop petit. Alors, Paris peut-être, évidemment, c'est une ville qui se suffit à elle-même et c'est très bien. Mais les collectivités franciliennes n'ont pas aucun intérêt, donc c'est pour ça que la région a porté cette initiative et que Val d'Oise Numérique a mis en place les outils pour le faire. Donc on va s'appuyer dessus. Oui, ça vous pouvez le déployer sur n'importe quelle commune en Île-de-France. Alors il y a les syndicats numériques, Val d'Oise Numérique, Seine-et-Yvelines Numérique, Seine-et-Marne Numérique et donc le département de l'Essonne qui vont le porter sur leur propre département. Et nous, CIPEREC, on a la compétence numérique, déploiement de réseau numérique sur 92, 93, 94, qui est finalement un tout petit territoire, hein, c'est que 600 km² quand vous regardez que de mémoire la Seine-et-Marne, c'est plus de 3500. Donc nous on va déployer effectivement ce réseau sur cette petite couronne, mais ce sera un réseau qui sera homogène de la petite couronne jusque au fond de la Seine-et-Marne ou du 95 et qui permettra à tous les maîtres d'ouvrage qui le souhaitent de pouvoir y souscrire
publics et privés à des tarifs qui seront intéressants. Voilà, merci. Je découvre un nouveau terme, c'est syndicat numérique. Je savais pas que ça existait, les syndicats numériques, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste comme on en a parlé, alors c'est quoi les compétences et qu'est-ce que porte Alors, je veux pas parler pour eux, mais beaucoup de syndicats numériques ont notamment été créés pour déployer la fibre. Ouais. Pour notamment la fibre aux abonnés, ce qu'on appelle barbairement FTTH, donc c'est Fiber to the Home, donc la fibre jusqu'à la maison. Et il y a beaucoup de syndicats numériques qui ont porté ces initiatives. Nous, le CIPEREC, on est aussi un syndicat numérique, en plus d'être un syndicat énergétique, qui facilite justement cette fameuse hybridation qu'on voit ces derniers temps entre ces deux thématiques, donc ce qui est assez intéressant, et ce qui nous permet de porter ces sujets, notamment de réseau LoRaWAN, qui pourra à terme mettre... Ouais. Il y a des syndicats qui ont déjà déployé des réseaux LoRaWAN. Hein. Ouais. On n'est pas très innovant. Donc, pour la convergence de ces sujets, bon, j'entendais aussi, on parle de sobriété, hein, il ne faut pas que non plus le développement du numérique vienne écraser tous les efforts qu'on fait sur les économies d'énergie dans les bâtiments, et notamment j'avais un chiffre qui était en France là. À Paris, va se déployer là prochainement autour de 6 térawatts de puissance pour les data centers, donc ce qui est colossal, et donc ça c'est un chiffre sourcé, hein, et donc ce qui est colossal, et donc ça écrase complètement ces 6 centrales nucléaires, hein, ces 6 cœurs de centrales nucléaires à peu près, hein, pour donner un niveau de puissance, donc ça écrase les économies qu'on peut faire par ailleurs. Ah oui, ben effectivement, les data centers, c'est une source qui est en croissance, enfin une source, pardon, de consommation justement d'énergie en croissance, notamment sur la région Île-de-France. Donc à ce sujet, d'ailleurs, il y a un observatoire des data centers qui s'est monté à l'Institut Paris Région. Voilà, on fait beaucoup d'observatoires à l'Institut et à la REC, donc pour pouvoir suivre voilà tous ces chiffres. Alors après, data center, après on ne sait plus en fait qui de la poule ou de l'œuf. Voilà, on fait des data centers pour répondre à des besoins de transport de données, voilà pour le numérique. Mais est-ce que c'est le data center qui crée la demande ou c'est notre demande qui fait qu'on a besoin de data center, et à quel moment, voilà, comment en fait à mettre la jauge sur l'installation. C'est quand même des puissances importante, hein, effectivement. Et est-ce que ça sera que les territoires, ça ne se fasse pas au détriment d'autres projets qui auraient besoin effectivement d'être reliés au réseau. Est-ce que les politiques en parlent là, de ces sujets, effectivement, de dire tout ce qu'on peut faire comme économie, les efforts qu'on déploie, et finalement ça va être pas compensé, mais ça va être mangé par les data centers? Alors, est-ce que oui, il y a on a effectivement, il y a tous les plans à terme, à long terme, qui prévoient cette augmentation massive, hein, de la consommation électrique des data centers en Île-de-France. Des mémoires, aujourd'hui, on est à un peu moins de 2 TWh de consommation en Île-de-France. On prévoit quasiment 2 TWh, c'est ce que je retiens bien, c'est tous vos points de livraison. Hein, oui, mais aujourd'hui, alors j'ai vu, je sais plus si c'est en France ou en Île-de-France, mais après en Île-de-France en 2050, on prévoit 16 TWh. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, une consommation qui est massive. Encore une fois, est-ce qu'il faut s'opposer ou est-ce qu'il faut accompagner les data centers derrière? On fait de la chaleur. Alors nous, CIPEREC, en plus, on aime bien ça. On fait beaucoup de réseaux de chaleur. Et aujourd'hui, l'idée qu'on a, quand on voit des gros data centers sortir, c'est de voir si on peut pas récupérer la chaleur pour chauffer les bâtiments. Alors après, si en 2050, il fait 50 degrés, il va falloir voir l'intérêt. Mais clairement, aujourd'hui, ça peut être une ressource. Ouais. Tout comme l'ont été les déchets. Les déchets, pendant très longtemps, on les brûlait et on chauffait les oiseaux. Ça fait bien longtemps maintenant, et tant mieux, que derrière les incinérateurs, on appelle ça maintenant des unités de valorisation, la chaleur qui est produite, on l'injecte dans des réseaux de chaleur qui sont colossaux, il faut le dire, puisqu'effectivement ces unités d'incinération brûlent énormément de déchets.
et de moins en moins néanmoins. Mais derrière, ça permet d'alimenter des réseaux de chaleur qui sont importants. Voilà, mais on sait qu'il faut maîtriser le nombre de production d'équipements pour avoir moins de déchets. Bon, ça c'est à la source qu'il faut travailler aussi, mais effectivement, il y a peut-être des solutions, mais je veux pas dévoyer. C'est un autre sujet. On va pas rentrer dans les data centers. Alors, je voulais continuer avec on a une petite diapo là d'ailleurs d'un quiz, Morgane, si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Voilà. Quel levier vous semble le plus efficace pour réduire rapidement la consommation dans le tertiaire? GTB, sobriété comportementale, capteur et suivi énergétique, optimisation des usages intermittents, commissioning, et maintenant on va parler du commissioning, Guillaume. Peut-être on peut dire en un mot ce que c'est le commissioning? Oui, tout à fait. Le commissioning, c'est une démarche qualitative qui vise à qu'on puisse exploiter de manière efficace et pérenne dans le temps ce qu'on installe. Voilà, donc on va aller dans le détail de ça. Allez, on vous laisse voter le public qui est avec nous. Comme ça, on va voir ce que vous pensez, quels sont les leviers que vous préconisez. Ça avance. Marie-Laure, qu'est-ce qui vous fait réagir là sur Non, oui, je suis peut-être pas d'ailleurs la seule à réagir. Donc, vous voyez que la sobriété restait à 0, mais en fait, ça arrive. Donc, effectivement, je pense, le premier levier, de toute façon, de la transition énergétique avant l'efficacité, c'est la sobriété. Donc, c'est de s'interroger sur ses besoins et puis de pouvoir agir. Et effectivement, tout ce qui est technologie va venir à notre aide, enfin notre secours, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Mais faut pas. Voilà, mais elle arrive en premier, la sobriété, donc ça c'est gagné. Pardon. Vous avez influencé tout le monde. Voilà, on va continuer donc avec vous, Guillaume. Effectivement, est-ce que vous pouvez nous proposer, nous présenter un cas concret finalement de travaux et de projets qui ont été réalisés? Tout à fait, oui. Je souhaitais vous présenter un cas concret. Donc ici, on parle d'un site hospitalier d'environ 35 000 m², qui est un site qui date des années 70. Il est où cet hôpital? En région parisienne. Région parisienne. Et on voulait savoir où il était. Est-ce que c'est secret de savoir ouais. Oh, allez, on va pas le dévoiler. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais effectivement, c'est un bâtiment qui date des années 70, donc qui a pas loin, enfin qui a un peu plus de 50 ans, et qui a une conception d'époque. On avait une GTB qui était existante, mais pour autant qui était assez obsolète, puisqu'elle datait d'une 15 ou vingtaine d'années, que certains automates étaient hors service, et puis les fonctions qui étaient prévues initialement sont plus aussi avancées que ce qu'on peut faire maintenant. Il n'y avait aucun suivi énergétique présent sur le site. On se limitait vraiment au suivi énergétique qui étaient les 2 points de livraison à gaz et électricité à l'entrée du site. Et on n'avait aucune vue sur des décompositions par bâtiment, par zone ou autre. On a accompagné la maîtrise d'ouvrage qui avait une volonté à la fois de répondre évidemment aux exigences du décret Bax, mais également qui souhaitait mettre en place une GTB pour s'en servir. Que c'est un intérêt pour réaliser des économies d'énergie et qu'elle soit bien dimensionnée, d'autant que la GTB existante n'était plus utilisée puisqu'elle était obsolète. On peut voir sur la droite une répartition des consommations par usage. Alors, c'est un peu petit, mais la majorité des consommations, donc la grosse partie bleue, environ 75%, c'est des consommations qui sont liées au chauffage. On le sait, c'était des bâtiments qui n'étaient pas isolés, avec un milieu hospitalier qui fonctionne 24 heures sur 24, avec des services d'urgence, des personnes qui sont malades ou vulnérables, donc on ne joue pas avec les consignes de température. On a des locaux qui sont relativement bien chauffés, voire parfois trop chauffés, avec des passoires énergétiques. On voit également tout le reste des usages qui représentent chacun un quart. Et je voulais faire également un focus sur la partie éclairage, si on peut revenir juste avant un petit peu, qui est le petit encart jaune sur le graphe, qui représente moins de 10% des usages. Et donc, maintenant, on peut passer, s'il vous plaît. Si on a accompagné donc, dans un premier temps sur la partie décret Bax. Donc, l'obligation du décret Bax, je le rappelle, qui est d'avoir une décomposition par zone fonctionnelle et par usage. Là, ici, j'ai voulu faire un zoom sur l'éclairage, puisqu'on l'a vu juste avant.
l'éclairage, ça représente une faible partie des consommations. Et pour autant, c'est souvent des cas complexes. Puisque, je l'abordais tout à l'heure, c'est un bâtiment des années 70 qui a été conçu à l'époque où on n'avait pas ces problématiques à la fois d'énergie, de suivi et de pilotage, et pour lesquels l'architecture même et la conception des installations techniques étaient complexes pour mettre en place du comptage. On avait des armoires générales qui desservaient des armoires divisionnaires et dans lesquelles on avait des départs d'éclairage, en gros nombre de départs d'éclairage, pas du tout centralisés, d'autant plus que c'est un bâtiment qui a vécu, pour lequel on a eu des changements, des modifications, et donc on avait une multitude de départs d'éclairage. Si on souhaitait répondre trait pour trait à l'exigence du décret Bax sur la partie éclairage, on aurait dû mettre en place du comptage par zone fonctionnelle et par usage, donc compter l'ensemble des départs d'éclairage. Nous, on avait compté, ça représentait environ 60 000 euros de compteur uniquement sur l'éclairage, puisqu'il y avait une multitude de départs qui n'étaient pas du tout centralisés. Pour une économie financière qui était de 3 000 euros par an. Donc on avait un temps de retour sur investissement qui était au-delà des 10 ans, plutôt autour des 20 ans. Et plutôt que d'avoir cette multitude de comptages qui n'étaient pas efficaces d'un point de vue à la fois économie et même sur le monitoring, avoir une ribambelle de compteurs qui ne permettent finalement pas d'avoir une vue claire puisqu'on ne sait pas à quoi ça correspond, n'avait pas de sens. Donc plutôt que de faire ce focus sur l'éclairage, on a préféré toujours raisonner par zone fonctionnelle, mais avoir un comptage plutôt à une échelle au-dessus, au niveau des départs, au niveau des tableaux divisionnaires ou des tableaux généraux basse tension. Si on considère le décret Bax, on a des dérogations qui sont possibles à partir du moment où le temps de retour sur investissement dépasse les 10 ans. Pour autant, au lieu de faire une dérogation pure et simple et de ne rien mettre en place, on a préféré, avec la maîtrise d'ouvrage, préconiser quelque chose qui allait être utile et qui permettrait de faire des gains plus intéressants sur la partie comptage. Au global, je fais toujours un focus sur le monitoring et sur le pilotage. Dans le tableau de gauche, enfin sur la colonne de gauche, si on voulait respecter trait pour trait les investissements du décret Bax, uniquement sur la partie comptage et non pas pilotage, ça représentait 250 000 euros d'investissement pour une économie de 18 000 euros par an. Donc ça fait un retour sur investissement là, de plus de 10 ans. Hein. Oui, tout à fait. Pour autant, comme je l'expliquais juste avant, plutôt que de ne rien faire, on va dans cette philosophie du décret Bax, mais plus utile et surtout plus adapté à ce bâtiment-là, où plutôt que de compter par usage et par zone, on vient soit compter par usage pour le chauffage et le chaude sanitaire notamment, et plutôt par zone fonctionnelle pour la partie électricité. Ce qu'on a préconisé et ce que la maîtrise d'ouvrage a retenu, c'était plutôt ce type d'installation. Donc on était autour des 60 000 euros d'investissement pour une économie de 15 000 euros par an. Donc on voit que l'investissement est nettement plus faible, on est 4 ou 5 fois moins cher. Mais par contre, en termes d'économie, on est attendu, on est effectivement en deçà de ce qui pourrait être fait, mais on n'est pas très loin. Et là, on a un temps de retour sur investissement qui est de 4 ans. Donc tout notre rôle ici, c'est vraiment d'accompagner les maîtrises d'ouvrage sur les obligations, ce qui est possible de faire, dans quel cas on peut sortir d'obligations avec les dérogations, mais surtout de faire quelque chose d'utile site par site, d'aller dans le besoin vraiment de pilotage et ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens du décret Bax. Oui, il faut être pragmatique, hein, c'est ce que vous voulez dire, hein, c'est pas investir pour investir, donc il faut être pragmatique. Est-ce qu'il y a une autre diapo que vous aviez? Non, c'était voilà. Non, je souhaitais également faire un focus sur le commissionnement. Ah oui, c'est ça, le commissioning. On en a parlé tout à l'heure. On a évoqué le chiffre de l'AREC. Xavier l'évoquait, pas du tout, hein, il évoquait un chiffre du Gimelec, si je ne dis pas de bêtises, de 55% des GTB qui n'étaient pas exploités ou mal exploités. Moi, j'avais un chiffre de 70% des GTB mal utilisés qui étaient issus d'une étude de l'ADEME, alors qui date un petit peu de 2015, mais on est dans le même ordre de grandeur. Ces GTB qui sont mal utilisés ou mal configurés, ça peut être lié à 3 gros facteurs.
c'est un manque de mise en service. On sait que sur des chantiers, la mise en service intervient à la toute fin, quand on est contraint par des délais. Et donc, ça peut passer à la trappe ou être expédié assez rapidement. Un mauvais paramétrage initial et surtout une absence de suivi et d'ajustement. Nous, notre retour d'expérience, c'est qu'on a des GTB sur site, mais l'exploitant n'en a pas connaissance, on n'a plus les accès ou n'a pas été mis à jour. Et donc, finalement, c'est pas exploité. L'intérêt d'une démarche de commissionnement, donc je l'évoquais tout à l'heure en préambule, c'est une démarche qualité qui vise à s'assurer à la fois que la conception est adaptée aux besoins tout au long des phases du projet. Donc, dès la phase de conception, on vient s'assurer que la conception est bien ajustée aux besoins, qu'on n'a pas de conception surdimensionnée ou des choses qui ne permettront pas d'atteindre l'objectif final, de vérifier les installations et de suivre afin de garantir la performance et le bon fonctionnement du système en livraison. C'est une démarche qualité qui se déploie sur des chantiers de rénovation globale. Ça peut aller sur tous les postes, mais c'est particulièrement important sur les systèmes BACS et les systèmes GTB. Voilà, merci pour cette présentation. Alors, je voulais terminer avec vous, Gwenaël, on a dit quelles sont les aides finalement que vous proposez au niveau de FNCC RACT. Oui, juste avant, je voudrais peut-être juste réagir sur cette diapositive, Ouais. en rappelant que y a une mise à jour du décret BACS qui incite, enfin qui force à effectuer une mise en conformité 2 ans après l'installation des GTB et ensuite tous les 5 ans. Et donc ça va dans le sens de cette diapositive sur le commissionnement. Donc cette obligation, elle incombe au maître d'ouvrage de mettre en place justement cette visite au bout de 5 ans et puis tous les 2 ans et au bout de 5 ans pour vérifier que la GTB est bien paramétrée, elle fonctionne bien et que il y a bien des économies d'énergie qui sont faites dans le cadre de cette mise en place. Est-ce qu'il y a des sanctions si jamais ça fonctionne pas Pour le coup, je sais plus. À mon sens, pas sur ce poste spécifique. Il y a des sanctions globales au non-respect du décret BACS, Ouais. mais ça va dans la totalité des obligations. Ouais. De mémoire, elles n'ont pas été très précisées, contrairement au décret tertiaire où là, on a des sanctions pécuniaires et puis de name and shame qui ont été précisées dans le décret. Il me semble que dans le décret BACS, il n'y ait pas de sanctions qui soient écrites directement. Xavier Goudon, là, vous avez une info là sur le... Non, je partage. Les sanctions n'ont pas été définies dans le cadre du décret BACS. Et je pense que c'est un peu lié au rythme de déploiement et au côté qu'on a constaté sur le fait que les objectifs étaient pas tenables en fait. Tel juste pour rappeler qu'il y a un décalage qui a été récemment fait de 2027 à 2030, parce que ça a été abordé dans le chat et quelqu'un se posait la question de la confirmation de cette info, puisque le décret tertiaire, BACS, tout ça vient de directive européenne sur l'efficacité énergétique. L'Europe a dit que ça devait être en 2030. Que les systèmes devaient être équipés de systèmes de pilotage et le gouvernement français a aligné de ce fait le décret BACS à cette directive européenne. Donc l'échéance pour les bâtiments de plus de 70 kW, c'est maintenant 2030. Okay. Voilà. C'est tout récent, hein, mais ça veut dire aussi qu'on a conscience collectivement que 2027, c'était pas tenable. Même 2030, pour être franc, c'est c'est déjà très difficile par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, ça a été confirmé en tout cas. Effectivement, il y a une consultation publique qui est parue il y a une quinzaine de jours maintenant, qui vise à caler l'obligation en termes de date sur l'obligation européenne, l'obligation française sur l'obligation européenne. Donc de décaler la date de 2027 vers 2030. C'est pas encore effectif puisqu'on est encore au stade de la consultation publique, mais ça ne saurait tarder. Ok, ouais. Bon, on verra, mais de toute façon, le législateur là ne reviendra pas en arrière sûrement parce que c'est pas son style. Alors, donc Gwenaël, alors pour finir oui, sur ce sujet, sur les aides, est-ce que on peut lister, parce qu'il y a plusieurs aides qu'on avait listées. Il y a on parlait de Cube, du programme Cube, du fonds Chaîne, Acté Plus. Bon, enfin, est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes aides? En effet, j'ai voulu aussi mentionner Cube parce que vous savez, tout le monde sait que le budget investissement des collectivités n'est pas illimité
Et donc, pour effectuer des actions d'efficacité énergétique, voilà, la partie travaux, même si elle est efficace et pertinente, toutes les collectivités ne peuvent pas investir pour rénover l'ensemble de leur parc en rénovation globale. Donc, il y a quand même une nécessité de jouer aussi sur les volets de sobriété énergétique. Et nous, donc dans le cadre d'Acté, on finance donc via les C2E les programmes Cube, qui sont des concours. Donc on a Cube Ville, Cube École et Cube S pour les collèges et lycées. C'est des concours de sobriété énergétique en fait, dans lesquels les établissements vont concourir sur une année entière avec l'ensemble des établissements inscrits au niveau national. Donc on travaille avec l'IFPEB et le CEREMA sur ces concours. De façon à offrir des conseils, une plateforme de suivi énergétique, des formations et puis créer une certaine émulation, on va dire, si je peux l'exprimer comme ça, dans les établissements qui concourent à ces Challenge Cube, pour effectuer des économies d'énergie, mais sans passer par l'axe travaux sur toute une année. Donc, ce qui est intéressant notamment sur Cube École et Cube S, c'est qu'on va impliquer les usagers, donc les élèves, les professeurs. Via le programme pédagogique, les professeurs vont pouvoir montrer ce que c'est que des caméras techniques, inviter les élèves à réfléchir ensemble avec les exploitants du bâtiment sur comment on peut faire déjà des éco-gestes, des quick wins, donc c'est des actions à gain rapide et immédiat. Et puis après, c'est un peu lié, on va dire, avec la thématique GTB, mais il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être effectuées sans travaux. Sur l'optimisation des chaufferies, par exemple, il y a des gains énergétiques qui peuvent être assez considérables. On l'oublie souvent, mais si on optimise et qu'on régule de manière optimale une chaufferie, on peut aller jusqu'à des moins 30% d'économie d'énergie si préalablement c'était mal régulé. Donc en termes d'aide, donc on finance à hauteur de 80 à 90% ces programmes Cube. Et sinon, dans le cadre de notre fonds principal chaîne Acté, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on finance notamment les études à mon travaux. Et dans ces thématiques de GTB, c'est important quand même d'avoir déjà effectué un audit énergétique, déjà effectué des études sur le comptage énergétique des bâtiments. Voire même des tableaux de points, des analyses fonctionnelles. Enfin, il y a un certain nombre de prérequis qui sont assez importants. Et encore une fois, on finance les AMO liés à ce sujet. Et peut-être aussi pour parler un autre sous-programme qu'on porte qui est un peu moins connu, c'est le sous-programme EFACT+. Donc on ouvre justement une dernière saison de ce sous-programme le 10 décembre. Donc c'est un programme qui vise à financer des outils, des études, des AMO sur la thématique de la flexibilité et de l'effacement électrique. Donc là, on va justement financer des équipements et des études en lien avec la GTB, spécifiquement dans le but de travailler derrière sur ces notions d'effacement et de flexibilité. Il y a quand même un lien parce que de nombreux bâtiments maintenant ont du photovoltaïque sur leur toit ou sur leur parking. Donc il y a des productions d'énergie dans les bâtiments. Il y a parfois du stockage aussi avec des batteries. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir jouer justement sur le réseau. Donc, il y a des périodes dans l'année, dans la journée. Je pense par exemple l'hiver entre 17 et 19 heures. C'est des périodes sur lesquelles le réseau national électrique est sous tension. Et donc, avec des contrats avec des agrégateurs, certains bâtiments vont pouvoir s'effacer du réseau en utilisant leurs propres moyens de production, donc via le stockage sur batterie, via l'inertie du bâtiment aussi. Si on est sur des bâtiments bien isolés, on va pouvoir stopper le chauffage électrique de façon à ce que le bâtiment consomme moins d'électricité sur le réseau. Et puis maintenant, de plus en plus, avec les IRVE, donc avec les bornes de recharge électrique, on va avoir dans les années qui arrivent des recharges bidirectionnelles avec des batteries de voitures qui vont pouvoir redonner de l'électricité sur le réseau sur ces moments justement de tension. Donc voilà, ce programme EFACT+, il vise à financer différentes études de flexibilité électrique et différents outils, des outils de suivi de consommation et des AMO en lien avec la GTB s'il y a un impact derrière sur la partie flexibilité et effacement électrique. Voilà, merci à vous. Alors tiens, on va afficher la diapo, Morgane, avec les questions du public. Comme ça, on pourra le voir en même temps. Bon, il y en a certaines à laquelle on a répondu. Il y avait une question, oui, c'est écrit un peu petit. Bonjour Cholet. C'est bien ce nouveau système là. On a les questions maintenant qu'on peut afficher
Alors sur les chiffres roses, pouvez-vous nous dire si les data centers sont pris en compte? Marie-Laure. Oui, il me semble que les data centers effectivement sont pris en compte évidemment puisque toutes les consommations en fait sont prises en compte en fait dans les chiffres du rose. On va dire peut-être à part le comment ça s'appelle, le transport aérien, mais autrement tout est pris en compte et puis on aura des informations supplémentaires comme je disais en fait avec l'observatoire des data centers qui est également sur nos sites. Alors, il y avait une question aussi, les manques de compétences, des formations, les économes de flux. Est-ce qu'ils sont formés régulièrement, les économes de flux? Alors, nous, on a développé le campus Acté, donc qui est tout un tas de formations à destination des économes de flux et de leurs homologues dans le domaine de la santé et de l'université. Et dans ce campus Acté, il y a différentes formations qui leur sont proposées, donc sur les parties techniques, financières, réglementaires. On va dans les années à venir justement développer davantage ces aspects GTB qui sont déjà abordés dans les formations techniques avancées. Mais en effet, c'est un sujet, la montée en compétence des économes de flux sur ce sujet. Il y en a qui maîtrisent quand même très bien le sujet, mais je pense que après, il faut que ça se démocratise aussi. Toutes les thématiques liées à l'optimisation des chaufferies aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler et offrir des formations dans les années à venir sur ces sujets-là. Ok. Donc, question suivante. Alors, on passe vite, mais merci à vous, Gwenaël. Le CIPEREC, là, je prends la question du CIPEREC. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le réseau LoRaWAN? Comment est-ce que... Alors, c'est compliqué de répondre. En fait, c'est un réseau donc qu'on va déployer à partir de l'an prochain. L'idée, c'est de mettre à disposition ce réseau pour que les collectivités ou en fait tout maître d'ouvrage puisse souscrire une offre, mais pour le moment on n'a pas d'antenne. Après, ça dépend ce que vous êtes. Si vous voulez avoir des capteurs là et que vous êtes une collectivité, on a des marchés qui vous permettent d'acheter les capteurs et ensuite de pouvoir les relever si vous avez ce dont on parlait tout à l'heure, un hyperviseur ou une plateforme telle qu'à Diseo, Savvy, pardon. Donc c'est difficile de répondre aujourd'hui. Effectivement, déjà bon, l'offre elle sera lancée à partir de 2026. Et après, si vous êtes un maître d'ouvrage, pour les capteurs, il faut les acheter et ensuite faire l'acquisition de l'hyperviseur. Voilà, je vois tout le monde se lâche là maintenant qu'on passe aux questions. Alors, je les mets en devant, celles que j'estime. Est-ce qu'il y a un document ou page internet récapitulatif sur les aides de l'ADEME? Il y a quelque chose qui existe? En fait, sur les aides, on peut aller sur aide-territoire.gouv.fr et on va trouver, logiquement, en fait, c'est là que tout le monde met ses aides, en fait, que ce soit l'ADEME ou les départements, les syndicats, enfin, tout le monde est censé mettre ses aides qu'on peut trouver aussi déclinées par région. Voilà, il y a des questions. Est-ce que les objets connectés, tiens, j'en mets une en haut, là, un peu technique. Est-ce que les objets connectés 3 en 1, température CO2, voilà, je finis de la lire, avec le réseau LoRaWAN, peuvent répondre aux exigences du décret BAX? Peut-être Xavier. Plutôt, non. Pas seul. Ouais. Non, enfin, juste peut-être pour donner un élément de réponse, le décret BAX demande vraiment les deux parties, la régulation et le suivi. Donc, le déploiement de capteurs de mesure ne suffit pas, même s'il y a des actions correctives qui sont mises en place derrière par des personnes, ne suffit pas à être conforme au décret BAX. Ça peut être une solution pragmatique et efficiente sur le plan économique, parfois, sur certains bâtiments, mais ça suffit pas à être conforme au BAX. Sauf à ce que, c'est ce que présentait tout à l'heure Guillaume dans le REX, il y a une question de temps de retour sur investissement. Voilà, si on arrive à prouver que l'installation de systèmes de pilotage serait trop onéreux et que le temps de retour sur investissement serait supérieur à 10 ans, là on peut avoir une dérogation, mais c'est plutôt sur certains usages en général que c'est fait, par exemple sur l'éclairage, comme ça a été bien montré. Mais non, la réponse est non, ça ne permet pas d'être conforme BAX, simplement d'installer des capteurs, même si ça peut être parfois un très bon début pour aller vers plus d'efficacité dans certains bâtiments. Voilà, une autre question. Alors, j'en prends une autre, Morgane, si on peut afficher
correctement. Mais je peux la lire. Hein. Avez-vous une base de ratio de type de bâtiment, de conso par kilowattheure, par mètre carré? Ça vaut pour les coûts aussi. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, on a fait comme des abacs, hein, en disant voilà, j'ai une école, telle surface au mètre carré, installer une braque, ça coûte tant, les économies que je peux espérer, ça coûte tant. Bon, est-ce qu'il y a des choses un peu comme ça qui existent? Clairement, non, on peut pas répondre à cette question parce que ça va énormément varier selon les zones fonctionnelles, selon l'architecture et selon les documents et les étapes préliminaires qu'aura effectué le maître d'ouvrage en amont. Ça va varier après derrière le coût des bureaux d'études par rapport à tout ça. Et après, suivant le nombre d'automates qu'on va mettre en place, selon le nombre de capteurs, il y aura des coûts qui vont extrêmement varier. Je vais voir, on a Guillaume. Pas de souci. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec Gwenaël sur ce sujet-là, sur la partie, alors sur la partie consommation par mètre carré, il existe plusieurs sources. On a plusieurs. Sur la partie investissement, effectivement, les abacs sont pas forcément. Il y a plusieurs raisonnements au mètre carré. C'est très variable en fonction de ce qu'on a comme équipement, en fonction de ce qu'on a comme zone fonctionnelle, comme conception même des réseaux, finalement. Donc, c'est très, très variable. Et je ne recommande pas du tout de raisonner avec ces abacs-là, même s'il y en a quelques-unes qui existent. Voilà, merci, cher conférencier. Merci, cher public, de nous avoir suivis. On va mettre fin donc à cette conférence.